Donc, bienvenue à ce symposium organisé par Jazz Pharmaceutical qui s'intitule Données de vie réelle, intérêt aujourd'hui et application à travers l'Observatoire de FIFrance dans la maladie véno-occlusive hépatique. Avant de vous présenter les experts de cette thématique qui vont se succéder à la tribune, quelques mots d'introduction sur les données de vie réelle. Vous savez que le rapport Bégaud qui est paru en mai 2017 a fait le point sur cette thématique et est donc désigné sous le terme données de vie réelle ou données de vraie vie, des données qui sont sans intervention sur les modalités usuelles de prise en charge des malades et ne sont pas collectées dans un cadre expérimental, le cadre notamment des essais randomisés contrôlés, mais qui sont générées à l'occasion des soins réalisés en routine pour un patient et qui reflètent donc a priori la pratique courante. Donc ce rapport a listé toutes les possibilités, finalement toutes les finalités que pouvaient finalement impliquer les données de vie réelle, tous les usages possibles. On va le voir en pratique si ces conditions sont remplies. Donc premièrement, surveillance de la sécurité des produits de santé mis sur le marché, surveillance de l'usage, prise en charge financière sous conditions, évaluation de l'efficacité et de l'efficience en vie réelle, rémunération en fonction de la performance, en fonction des résultats, échange et comparaison de pratiques pour améliorer la qualité des soins et optimiser les traitements. Et enfin, production de connaissances pour développer de nouveaux traitements ou services. Quelques compléments d'ordre réglementaire. Oui, on voulait vous parler donc de l'arrêté du 28 août 2019 relatif à l'expérimentation faisant évoluer les modalités de la connaissance de l'utilisation et de la prise en charge des médicaments onéreux administrés par les établissements de santé. Et donc, en fait, c'est de savoir quelles sont les conditions d'utilisation de ces traitements par les équipes hospitalières, des possibilités d'amélioration qui sont fondées sur la comparaison des pratiques, ainsi que de dégager de plus grandes marges de manœuvre dans le recours à ces traitements. En réalité, il faut mieux utiliser les euros. Ces évolutions accompagnées d'une responsabilisation accrue des établissements de santé, c'est-à-dire qu'on va nous piquer du pognon, quant à l'usage de ces médicaments, devront renforcer la pertinence des prescriptions de ces produits. Alors, ça va être donc un recueil élargi des données liées à leurs usages, analyse des données à disposition, mise en place des RCP de second niveau pour les utilisations hors référentiel, l'évolution du périmètre des médicaments éligibles à une prise en charge en sus, le renforcement de l'incitation des établissements à la négociation tarifaire, la mise en place d'un financement mixte des molécules onéreuses et la définition d'un cadre en vue d'un futur financement basé sur la pertinence. Vous savez que la HAS est en train de cogiter sur les indicateurs de pertinence et d'efficience. Donc ça veut dire qu'on va passer d'un remboursement euro à euro à une grosse modulation. Alors, dans la pratique, pendant la durée de l'expérimentation, le montant des crédits perçus par un établissement de santé participant à l'expérimentation ne peut être inférieur au montant des crédits qu'aurait perçu cet établissement avant. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne va pas se faire niquer. Après, les modalités de recueil et d'utilisation des données de santé en vie réelle, eh bien, les établissements recueilleront, alors on ne sait pas bien sur quel logiciel et quelles sont les modalités, sur les données d'usage habituelles et puis sur toutes les données relatives aux effets des médicaments et notamment sur la réponse au traitement. Alors, cette expérimentation, on ne sait toujours pas qui va y aller, ça durera 3 ans, 3 ans et 3 mois au maximum à compter du 1er octobre 2019. Donc, on devrait avoir incessamment sous peu la liste des expérimentateurs volontaires ou pas volontaires. Donc, c'était pour vous donner un peu plus d'idées sur ce que vont nous parler nos deux consoeurs. À vous, mesdames.
Bien, nous avons donc le plaisir de vous présenter Dr Marie Balzade, praticien hospitalier et hématologue, et Dr Florence Ranchon, pharmacien MCUPH des Hospices Civils de Lyon. Donc elles vont intervenir en duo, en tandem, et l'ensemble des questions seront ensuite posées à la salle. C'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Merci au laboratoire Jazz de nous donner la parole et de nous permettre de présenter les données de l'Observatoire Défi France dans la maladie véno-occlusive hépatique, qui est une application finalement de ces données de vie réelle qui sont de plus en plus des exigences. Donc voilà, moi je suis le docteur Marie Balzade, je suis praticien hospitalier, et plutôt on peut me considérer comme une greffeuse ici à Lyon Sud, et donc on utilise nous le défibrotide, et vous allez comprendre pourquoi, quelles sont les indications et quelles sont les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Donc ça, c'est nos liens d'intérêt, à Florence et à moi-même. Et donc, on va commencer par quelques diapositives d'introduction sur la maladie véno-occlusive du foie et en gros, qu'est-ce que c'est et dans combien de pourcentage de cas ça peut arriver et quels sont les risques de cette maladie véno-occlusive du foie. Donc, je commence par cette diapositive. La maladie véno-occlusive du foie, c'est une atteinte de la cellule endothéliale. Et finalement, s'il y a une seule information à retenir de mon introduction, c'est celle-ci. C'est la cellule endothéliale qui est atteinte par la procédure de greffe, c'est-à-dire à la fois le conditionnement, qui est une association de chimiothérapie et de radiothérapie, par les facteurs de croissance qu'on va administrer aux patients, par les immunosuppresseurs, par les infections qui vont apparaître ou non pendant cette procédure de greffe. La prise de greffe en elle-même va atteindre la cellule endothéliale, et puis après, il y a tout le système d'alloréactivité, c'est-à-dire le nouveau système immunitaire qui se met en place. Finalement, l'association de tous ces paramètres vont agir sur la cellule endothéliale. Au début, la cellule endothéliale va s'activer de façon physiologique. L'activation d'une cellule endothéliale, eh bien, je rappelle quand même que la cellule endothéliale, c'est ce qui tapisse la lumière de tous les vaisseaux, et notamment des vaisseaux hépatiques. Et cette cellule endothéliale, c'est une interface biologique qui est active avec cette microcirculation. Et donc, elle est à l'origine de la cascade de l'inflammation, d'augmentation ou de diminution de la perméabilité des vaisseaux, de la vasoconstriction. Ça, on est sur une activation physiologique. Et si l'activation des cellules endothéliales est trop soutenue, prolongée, eh bien, ces cellules endothéliales vont dysfonctionner et on va avoir des atteintes d'organes. L'atteinte d'organes la plus fréquente, c'est l'atteinte hépatique avec la maladie véno-occlusive du foie. On a des atteintes au niveau du poumon, c'est l'hémorragie alvéolaire, c'est aussi le syndrome de prise de greffe, Grafman syndrome. On peut avoir aussi des atteintes de la cellule endothéliale au niveau du cerveau et du rein, c'est tout le champ des MAT, des micro-angiopathies thrombotiques, et puis des atteintes carrément de l'ensemble des organes vers la défaillance multi-organes. Donc vraiment, ce qui sous-tend tout ça, c'est la dysfonction de la cellule endothéliale qui est agressée par la procédure d'allogreffe. Alors, cette maladie véno-occlusive du foie, elle survient, les dernières données disent que globalement, dans à peu près moins de 5% des greffes à conditionnement atténué, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les mini-allogreffes, et dans les greffes standards avec des conditionnements myélo-ablatifs, avec la TBI, Total Body Irradiation à 12 grès, eh bien là on est plutôt sur des pourcentages d'environ 10%. Donc ça reste une maladie qui est relativement rare, mais en même temps qui est grave, et donc la raison pour laquelle il faut qu'on la prenne en charge du mieux possible. Cette maladie véno-occlusive du foie, elle survient à peu près avec un délai d'apparition d'une vingtaine de jours. Donc là, j'ai imagé sur cette flèche le parcours d'un patient qui rentre pour une greffe. Donc le J0, c'est le jour où il est greffé. Avant cela, entre J-10 et J0, il reçoit le conditionnement qui altère donc ses cellules endothéliales. Il est greffé à J0, il a une aplasie derrière, le temps que la nouvelle moelle s'installe. Et puis c'est au moment de la sortie d'aplasie, vers J15, J20, que dans ce cas clinique-là, le patient développe une douleur abdominale, il prend du poids, son périmètre abdominal augmente, et là,
dégaine, si je puis dire, notre premier examen, qui est rapidement accessible, qui n'est pas du tout toxique pour notre patient, c'est l'échographie hépatique. Et là, on voit des signes d'hypertension portale, on voit en effet qu'il y a une hépatomégalie, puis le patient commence à devenir oligurique, donc là, il y a un deuxième organe qui est atteint, début du défibrotide, qui est donc le médicament qu'on utilise, et le patient est transféré en réa, etc., etc., etc. Donc ça, c'était pour illustrer le fait que le délai médian d'apparition, c'est globalement à peu près 3 semaines post-greffe, et les choses vont relativement vite, d'où l'intérêt de rapidement les prendre en charge. Quels sont les facteurs de risque de maladie véno-occlusive? Alors, je n'ai pas redit en introduction que maladie véno-occlusive, la nouvelle terminologie maintenant, c'est syndrome d'obstruction sinusoïdale. Finalement, on dit l'un pour l'autre et les deux veulent dire la même chose. Mais il faut peut-être préciser que c'est la maladie véno-occlusive du foie, parce qu'il peut y avoir une maladie véno-occlusive par exemple au niveau pulmonaire. Donc on précise. Quels sont les facteurs de risque? Eh bien, des facteurs de risque liés à la procédure de greffe. Plus on va mettre de médicaments, par exemple, qui utilisent du busulfan, plus notre conditionnement va être chargé en busulfan, plus notre conditionnement va contenir de la radiothérapie, plus notre conditionnement finalement va être toxique pour la cellule endothéliale, plus le risque augmente. Plus le patient ensuite, il y a des facteurs de risque liés au patient, plus le patient sera âgé, plus il aura des comorbidités, par exemple un syndrome métabolique, s'il a déjà un foie gras, eh bien ça va être un facteur de risque favorisant. Et puis également, comment le foie arrive à la greffe, c'est-à-dire au moment de la greffe, comment sont ses paramètres hépatiques, est-ce qu'il y a de la surcharge en fer, par exemple, ça c'est mesuré par la ferritine, etc. Donc ça, ce sont des facteurs de risque importants à prendre en charge et à prendre en compte. Le diagnostic maintenant de maladie véno-occlusive, ça a été remis au goût du jour en 2016. Finalement, les critères sont pas si compliqués que ça. Une bilirubine qui commence à s'élever au-dessus du seuil de la normale et au moins 2 autres critères associés, soit un foie douloureux, soit une prise de poids de plus de 5%, soit de l'acide. Et finalement, la bilirubine plus 2 de ces critères-là, eh bien, porte le diagnostic, en tout cas clinico-biologique, de maladie véno-occlusive. Dans cette classification, il faisait bien la différence entre la maladie véno-occlusive qui apparaissait dans les 21 premiers jours, c'est 80% à peu près des cas, et puis celle qui apparaît plus tardivement, au-delà de 21 jours, c'est à peu près une petite vingtaine de pourcentage de cas. Ça, ce sont les critères diagnostiques chez l'adulte. Ils sont peu ou prou les mêmes chez l'enfant. Et je n'ai pas mis aussi sur cette plaque, mais en fonction ensuite de ces critères, on pourra dire si la maladie véno-occlusive est légère, modérée, sévère ou très sévère, en fonction, par exemple, de l'importance du chiffre de bilirubine ou de la rapidité d'installation des symptômes. Le défibrotide, c'est le seul médicament finalement qu'on a pour traiter une maladie véno-occlusive quand elle est installée ou quand elle est en train de s'installer. Il faut qu'on instaure vite ce médicament. Donc quand on regarde dans le Vidal, sa classe pharmacothérapeutique, il fait partie des autres antithrombotiques. C'est un médicament qu'on utilise en 4 injections intraveineuses. C'est des injections intraveineuses de 2 heures à chaque fois. Et donc, bien souvent, il nous faut une double lumière parce qu'il y a tous les autres traitements qui sont passés pour les patients. Donc ça, c'est une difficulté un petit peu supplémentaire qu'on a, c'est qu'il nous faut deux voies. On utilise le défibrotide pour toutes ses propriétés angioprotectives, anti-inflammatoires, puisqu'il est restaurateur de l'équilibre de la cellule endothéliale. L'AMM du défibrotide est arrivée en octobre 2013. Donc ce médicament est indiqué chez l'adulte, chez l'adolescent et l'enfant de plus de 1 mois dans le traitement d'une maladie véno-occlusive hépatique sévère. C'est un médicament de première intention. Et sur cette plaque-là, j'ai un petit peu listé le développement clinique de Defitelio. Le premier cas de traitement intraveineux par défibrotide chez un adulte qui a été rapporté, c'était en 1995, donc avant les années 2000. Et puis depuis ces années-là, on essaye d'améliorer ce développement clinique. Donc il y a eu une étude longue, étude compassionnelle, c'est Compassionate Use Utilization Program, donc qui a commencé avant les années 2000 jusqu'en 2009. Ça c'était aux États-Unis. Il y a eu également, ça c'était en Europe. Aux États-Unis, à peu près dans le même temps, il y a eu une étude de dose, c'était une étude de phase 2. Puis il y a eu une étude de phase 3 dans les années 2006-2008, étude de phase 3 qui a été publiée en 2009. Puis ensuite, on a eu la TU nominative et ensuite, l'AMM, à partir de octobre 2013.
La phase 3 qui a permis donc d'avoir cette AMM, c'est une étude qui a certes des biais. Et le premier biais, c'était de comparer notre groupe traité par des fibrotides qui était à hauteur de 102 patients, était comparé à une cohorte historique de 32 patients. Donc forcément, c'est comparé à une cohorte historique, donc c'est pas une étude, on va dire, prospective. Et puis les effectifs sont quand même bien différents, mais néanmoins, on a pu voir une différence significative en termes de survie à 100 jours post-greffe dans le groupe des fibrotides. Les patients qui avaient une MVO sévère et qui avaient du défibrotide, eh bien, ils survivaient à hauteur de 38%, alors que ceux qui n'avaient pas de défibrotide, eh bien, avaient une survie un peu moins bonne. Et ça, c'était significatif. Ça, c'était sur la survie à 100 jours. Ça, c'était la réponse complète à 100 jours. Et du coup, la survie à 180 jours avec des courbes qui sont, qui montrent la significativité. Données de vie réelle, intérêt aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Florence. Merci. Donc, on a vu là ces résultats de données cliniques, d'essais cliniques avec cohorte historique. La question posée, c'est dans quelle mesure les données de vie réelle peuvent avoir un intérêt dans la situation ici et apporter des éléments supplémentaires sur l'évaluation du médicament. Donc les données de vie réelle, ça a été rappelé en introduction, ce sont des données de vraie vie, des données qu'on observe au quotidien sur des soins réalisés en routine et qui du coup reflètent a priori la pratique courante, la pratique de tous les jours. C'est des données qui sont du coup recueillies hors cadre expérimental. Et ces données, elles peuvent avoir différentes sources. Elles peuvent être extraites de dossiers informatisés de patients. Elles peuvent être recueillies dans le cadre de procédures plus spécifiques pour créer des registres ou des cohortes, ou bien il peut s'agir d'études spécifiques, d'études ad hoc, et c'est même des données qu'on peut recueillir ou envisager recueillir sur le web grâce aux réseaux sociaux, ou voire même directement par les patients, générées directement par les patients avec les objets connectés. Donc ces données de vie réelle prennent de plus en plus d'importance. On vous a rappelé qu'il y a un rapport qui a été émis en mai 2017 sur demande de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour justement évaluer quels peuvent être l'intérêt de ces données dans l'évaluation du médicament. Alors, évidemment, l'essai clinique randomisé, depuis les années 50, c'est la base de l'évidence-based medicine, c'est le gold standard de l'évaluation médicamenteuse de par la rigueur associée à la méthode. Pour autant, les forces de l'essai clinique randomisé, eh bien, c'est potentiellement aussi des faiblesses quand on veut généraliser les données qui sont objectivées sur une population qui va être sélectionnée avec une exposition médicamenteuse limitée dans le temps, sur un nombre de patients forcément limité dans le cadre de l'essai, et avec des schémas posologiques très précis, des réductions de doses qui peuvent être prédéfinies, etc. Donc ces forces-là, qui permettent d'avoir des résultats avec une forte validité interne, eh bien, limitent malgré tout la généralisation, l'extrapolation à une population plus grande en nombre, et également une population plus hétérogène d'un point de vue clinique, population de la vraie vie au final. Et puis, dans le domaine de la cancérologie, plus particulièrement, on a un accès qui peut être plus précoce à certaines molécules, ce qui sous-entend que ces essais cliniques sont potentiellement faits sur un nombre de patients plus limité ou sur des durées plus limitées, et donc les données de vie réelle dans ce contexte peuvent être complémentaires aux données qu'on peut avoir par ailleurs dans les essais cliniques. Donc c'est dans tous ces éléments qui finalement nous conduisent à s'intéresser de plus en plus à ces données de vie réelle. Donc vous l'avez compris, ça reste des données observationnelles. Ça permet d'observer dans quelle mesure les conditions des essais sont vérifiées dans la vraie vie. On parle de population rejointe, par exemple, c'est la population qui est réellement traitée dans la vraie vie. Quel dosage est utilisé, quelles sont les conditions de prescription, l'observance, si tant est qu'on arrive à l'évaluer.
Ça permet aussi d'observer des populations numériquement plus importantes, comme on l'a dit, et donc potentiellement de mettre en évidence des effets indésirables qui ne sont pas objectivés dans les essais cliniques. On a un suivi prolongé des patients, et puis on peut confronter les résultats en termes d'efficacité, en termes de tolérance, à ce qui a pu être apporté dans le cadre des essais cliniques. Mais bien sûr, quand on parle de données de vie réelle, d'études observationnelles, je pense que tous, on se dit très bien, mais il y a des biais. Ces biais, donc les biais de sélection, il n'y a pas de randomisation des patients, un biais d'information sur la mesure des critères qui va être faite, un biais d'interprétation, éventuellement un biais de confusion s'il y a des facteurs confondants qu'on ne connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc ces études observationnelles, bien sûr, il faut qu'elles soient menées correctement, mais cela dit, comme un essai clinique randomisé doit l'être également. Et donc cette méthodologie rigoureuse, il y a des guides de sociétés savantes qui expliquent comment bien faire une étude observationnelle pour assurer finalement des résultats qui soient assez crédibles et dont les biais sont en tout cas plus contrôlés. Donc la Cochrane collaboration, justement, rappelle en 2014 dans une publication que finalement, si ces études ont une méthodologie rigoureuse et dans des conditions semblables, eh bien, les résultats des essais cliniques randomisés ne sont pas censés diverger de résultats qu'on pourrait observer dans la vie réelle. Alors cette double notion finalement d'efficacité dans la vie réelle et d'efficacité dans les essais cliniques, les anglo-saxons ont deux termes appropriés. Ils parlent d'efficacy quand on parle de l'efficacité dans un essai clinique. C'est l'efficacité dans les conditions a priori optimales d'utilisation du médicament, en tout cas tel que défini dans le cadre de l'essai. Et puis ils parlent d'effectiveness, c'est l'efficacité de la vraie vie. Donc la question, c'est dans quelle mesure finalement ces deux efficacités se rejoignent ou pas, diffèrent de par l'utilisation dans la vraie vie. Donc on conçoit assez bien, et d'ailleurs ça arrive maintenant en France de plus en plus, que ces données de vie réelle, à condition qu'on arrive à les collecter, qu'elles soient complètes, robustes, de qualité, eh bien elles puissent servir à pas mal de choses et qu'il y ait un intérêt notamment pour les autorités de santé. Je pense que la première utilisation à laquelle on pense assez facilement, c'est la surveillance de la sécurité des produits de santé, la safety. Donc c'est finalement observer les effets indésirables dans la vraie vie, dans quelle mesure ce qu'on observe est similaire à ce qui a pu être décrit dans le cas des essais, ou alors même est-ce qu'on observe des nouveaux signaux par rapport à des effets. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été utilisées en France, notamment avec la base de l'assurance maladie, qui collecte une consommation de soins pour un nombre de patients conséquent et qui peut permettre, avec des requêtages, d'explorer certaines interrogations par rapport aux effets indésirables. On est en plein dans le procès Mediator, ça a été justement utilisé à l'époque en 2009. Ils ont croisé les données de cette base d'assurance maladie et montré que finalement l'exposition au Mediator était corrélée à une augmentation des hospitalisations pour insuffisance valvulaire. Donc c'est une utilisation qu'on connaît finalement déjà et qui peut permettre du coup d'apporter des informations complémentaires. La surveillance de l'usage, la surveillance de l'utilisation, le contrôle de l'utilisation peut-être, c'est dans quelle mesure la prescription, notre utilisation des traitements ou des produits de santé au sens large est conforme, cohérente par rapport aux recommandations. Alors ça peut être dans un objectif finalement de sécurité qu'on vient de citer, mais aussi pour objectiver des pratiques peut-être nouvelles, et on pourra en reparler avec le défibrotide aussi. L'évaluation de l'efficacité et de l'efficience en vie réelle, donc des données de vie réelle qu'on pourra confronter sur ces aspects-là d'efficacité et de tolérance, dans quelle mesure on retrouve les données qui ont pu être décrites dans les essais cliniques. Toutes ces données de vie réelle qui seraient collectées et facilement interrogeables,
pourrait permettre d'échanger sur nos pratiques au niveau national, peut-être même international, comparer nos pratiques, générer une dynamique là-dessus et du coup s'améliorer sur notre qualité de prise en charge des patients. Donc ça pourrait être un élément de formation continue, d'amélioration des soins qui serait intéressant. On pourrait aussi évaluer la prise en charge des patients selon le territoire et voir si on a une équité d'accès au traitement, par exemple. Donc c'est des choses qui pourraient être possibles également. La production de connaissances pour développer de nouveaux traitements ou services. On peut imaginer, il y a déjà des cohortes assez énormes de patients qui suivent le patient dans sa globalité, entre guillemets, c'est-à-dire tout son parcours de soins. Et donc, on peut imaginer derrière générer des algorithmes ou mieux comprendre certains aspects de la prise en charge du patient. Et puis, on en a parlé un petit peu aussi en introduction, ces données de vie réelle, évidemment, pourraient derrière sous-tendre une prise en charge financière. Alors, ça fait peut-être un petit peu moins rire du coup, mais on peut imaginer qu'il y ait une prise en charge financière sous condition. Alors, c'est peut-être déjà un petit peu ce qu'on est en train de vivre parce que depuis la facturation à l'indication, finalement, on fait remonter nos données de vie réelle au quotidien sur les médicaments onéreux pour être remboursés derrière. Qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie et est-ce qu'on est dans l'AMM ou pas et est-ce que c'est justifié? Donc finalement, c'est déjà une forme de données de vie réelle qui est remontée pour derrière être financée. Et puis, notamment avec d'autres expériences, notamment en Italie, on parle aussi de plus en plus de rémunération en fonction de la performance, en fonction des résultats du médicament ou des produits de santé. Alors, performance qui peut être a priori, on peut imaginer que finalement, pour un même médicament, on ait des prix de remboursement différents en fonction des indications, parce qu'on estime que la performance n'est peut-être pas la même en fonction de ces indications. Ça peut être sinon une rémunération à la performance a posteriori, c'est-à-dire sur des résultats objectivés sur un patient ou alors plusieurs patients d'un point de vue collectif. Donc ça sous-entend évidemment qu'on puisse derrière générer toutes ces données, qu'elles soient assez fiables et du coup derrière qu'il y ait cette rémunération. Donc ça c'est un modèle qui est utilisé en Italie déjà depuis une dizaine d'années et qui oblige par ailleurs les praticiens au sens large, hospitalier, à recueillir un certain nombre d'informations pour derrière être éligible à un remboursement, une rémunération. Donc ce n'est pas évidemment sans contrainte derrière. L'intérêt du point de vue du clinicien ou du pharmacien dans notre pratique de tous les jours, alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance quand même à regarder les données d'essais cliniques, évidemment, des données plus robustes, randomisées, mais pour autant, dans des situations où peut-être on a moins de données, ce qui est un peu le cas du défibrotide en l'occurrence, eh bien les données de vie réelle sont des données complémentaires qu'on utilise pour l'efficacité ou la tolérance et qui peuvent nous permettre des fois de justifier l'utilisation de ce traitement dans certaines indications hors AMM ou justement aussi quand il n'y a pas de remboursement, ce qui est le cas du défibrotide actuellement. Alors j'ai essayé de trouver quelques exemples en cancérologie pour montrer quel pouvait être l'intérêt de ces données de vie réelle. J'ai trouvé l'exemple du Geftana, Cabazitaxel. Alors on sort de l'hématologie. Cabazitaxel a une AMM depuis 2011 pour le traitement du cancer de la prostate métastatique. Donc la commission de transparence a évalué la SMR. Ça n'a pas pris en compte la modification. Désolée, il y a une faute de frappe. Donc c'est bien la SMR qui a été évaluée en octobre 2011 comme une ASMR mineure à 4. En février 2012, le laboratoire a ressollicité la commission de transparence du fait de données de vie réelle qui apparaissaient être complémentaires au dossier d'évaluation premier. C'était des données issues des ATU. Donc c'est vrai que dans le cadre des ATU, souvent il y a des papiers à remplir qui peuvent finalement, au bout du compte, alimenter ces données de vie réelle et peut-être
permettre une réévaluation du médicament. Donc en l'occurrence, il y avait ces données d'ATU et puis il y avait des résultats intermédiaires sur d'autres études observationnelles qui portaient sur le cas Basitaxel. Donc la commission de transparence de la HAS a revu finalement l'ASMR de ce médicament et donc il a été upgradé à un niveau 3, niveau supérieur. Alors dans le même temps, il est vrai qu'il y avait aussi l'acétate d'abiraterone qui était en évaluation et donc le laboratoire a également mis en exergue ce traitement qui du coup pouvait être prescrit dans la même indication. Des données complémentaires ont par la suite été apportées dans le cadre d'une étude post-inscription, donc en novembre 2018. Et là, il n'y a pas eu un changement de l'ASMR, même s'il y a eu une réévaluation du dossier, c'est resté une ASMR 3. Donc ça, c'était pour vous montrer que peut-être, dans de rares cas, ces données de vie réelle, eh bien, elles peuvent changer la donne et changer d'ASMR, c'est quand même pas anodin derrière en termes potentiellement de remboursement. Donc ça reste des données qui sont intéressantes. Évidemment, on parle beaucoup des carticelles ces derniers temps. Le Kymriah, le Yescarta ont eu leur AMM fin d'année dernière. C'est des traitements qui sont bien sûr très onéreux, 320 000 € à peu près l'injection. Et si vous avez suivi depuis printemps, été de cette année, il y a des arrêtés qui sont parus pour justement collecter des données de vie réelle qui seront analysées, créer un registre pour derrière peut-être réfléchir en termes de remboursement, en tout cas vérifier l'efficacité dans la vraie vie, la tolérance et la qualité de vie des patients qui sont traités par ces CAR-T. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'impose de plus en plus et qu'il est nécessaire de prendre en compte. Alors, si on revient au défibrotide, donc Marie Balza, vous avez présenté les études cliniques qui avaient conduit du coup à l'AMM du produit. Ce qu'on voulait vous rappeler, c'est qu'effectivement, depuis 2013, le Defitelio a une AMM. Alors, une AMM sous circonstances exceptionnelles, ce qui veut dire que le MEA revalide chaque année, réévalue en tout cas chaque année cette AMM et a demandé à ce qu'il y ait justement des données de vie réelle qui soient remontées pour permettre toujours le même principe d'évaluer l'efficacité et la sécurité à long terme de ce produit. Le Defitelio donc est passé en commission de transparence en juillet 2014 et du coup a bénéficié d'une ASMR 4 et n'a pas été inscrit sur la liste en sus, donc n'a pas bénéficié d'un remboursement, enfin du moins d'un financement spécifique. Donc le Defitelio, il faut compter à peu près pour un adulte 60 000 € la cure parce que c'est 21 jours de traitement à minima. Donc c'est sûr que c'est quand même un budget qui n'est pas négligeable. Alors la commission de transparence a également demandé au laboratoire de fournir, encore une fois, ces données de survie. Donc ça, c'était juillet 2014. Et du coup, il fallait qu'il y ait une réévaluation de ces données au bout de 3 ans, donc avec le retour de ces données de vraie vie, pour voir s'il y avait une réévaluation ou pas de cette ASMR. Donc là, c'est la même diapo que tout à l'heure sur le développement clinique. Vous retrouvez l'étude américaine de phase 3 et puis l'étude de phase 2 de dose. Et on vous a rajouté ici les études de vraie vie qui ont été menées. Donc une étude de vraie vie sur un usage compassionnel aux États-Unis, qui inclut quand même un nombre de patients qui est quand même assez conséquent, plus de 1000 patients. Et puis une étude française, donc c'est un registre, c'est le seul registre européen d'utilisation du défibrotide dans le cadre des MVO. Donc pour finir, on va parler de ces deux études de vie réelle. Donc la première américaine, l'étude TND, donc Treatment Investigational New Drug. Donc c'est une étude qui avait compris 101 centres aux États-Unis et qui avait inclus 1154 patients qui avaient donc une maladie véno-occlusive du foie et qui avaient été traités par défibrotide. Donc dans cette population globale, il y avait des sous-groupes qui ont été faits
avec ou sans défaillance multiviscérale, des patients qui avaient développé une MVO post-transplantation ou pas. Il y a quelques cas, alors dans ma pratique, il y a peu de cas, mais sur une grosse population de 1154 patients, il y a quand même des cas de maladies véno-occlusives qui ne sont pas en lien avec une allogreffe et qui peuvent être en lien avec certains médicaments de chimiothérapie ou de thérapie ciblée. Et puis, un dernier groupe qui faisait une dichotomie entre l'apparition précoce et l'apparition tardive de cette maladie véno-occlusive. La survie globale de ces patients à J100 était de 58,9% sur la survie globale. Et après, donc là, ici, les différentes colonnes de couleurs représentent les différents sous-groupes. Donc la population globale, on a dit, c'est 58,9% de survie estimée à J100, J0 étant l'apparition de la maladie véno-occlusive. 49,5%, c'était la survie chez les patients qui avaient une défaillance multiviscérale. Sans défaillance, les patients se portent mieux, ça va sans dire. Et puis, sous-groupe pédiatrique, on avait une survie qui était meilleure que le sous-groupe des patients adultes. La durée médiane de traitement par défibrotide était de 21 jours. Donc, on pouvait conclure que la survie à J100 était supérieure chez les patients qui n'avaient pas de défaillance multiviscérale et chez les enfants par rapport aux adultes. Ça, c'était pour l'étude américaine. Et pour le registre Défi France, donc finalement, qu'est-ce que c'est que ce registre? C'est tous les patients traités par défibrotide dans 54 centres français. Donc, la plupart sont des CHU. C'est un registre donc de vie réelle qui a commencé en 2017. Une première analyse au bout de 20 mois de recrutement dont je vais vous montrer les résultats. Une première analyse intermédiaire a été faite. Puis là, il y a une deuxième analyse qui est en cours, dont on va avoir les résultats prochainement. Et puis ensuite, une analyse finale qui arrivera sur le deuxième semestre 2020. Ce registre Défi France, quel est l'objectif? C'est d'évaluer l'efficacité chez des patients traités par défibrotide. On va regarder l'efficacité en termes de rémission complète de maladies véno-occlusives et en termes de survie à 100 jours post-greffe. Donc, c'est que des patients qui ont été transplantés de cellules souches hématopoïétiques. Et puis, il y a toute une petite ribambelle d'effets secondaires. Voici l'ensemble de la cohorte. Donc, pour l'instant, le gel de la base a été fait en novembre 2018. Donc là, c'est la première analyse intermédiaire que je vous propose. Donc, 324 patients ont été inclus. Finalement, 303 patients ont été retenus, 126 pédiatriques, 177 adultes. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a des enfants et des adultes aussi. 162 patients étaient finalement traités en prophylaxie. C'était plus pour éviter, le défibrotide était non pas donné en curatif, mais en prophylaxie sur certains facteurs de risque. Donc, ces 162 patients n'ont pas été retenus dans l'analyse finale, puisqu'on voulait, nous, ceux qui étaient traités en curatif. 140 patients sont donc retenus pour l'aspect curatif. Et on voulait surtout faire un focus sur les maladies véno-occlusives sévères et très sévères. Donc, au final, l'analyse comprenait 23 enfants et 66 adultes. Donc, ça fait une petite cohorte, mais assez finalement homogène sur la pathologie. Donc, la survie agissant de toute la cohorte était de 56% et le taux de rémission complète de maladies véno-occlusives, tout confondu, enfants, adultes, MVO sévère, très sévère, 51,8%. Ce sont des résultats qui sont comparables à la littérature sur les données de vie réelle. Ce n'est pas tellement comparable à l'étude de phase 3 que je vous ai montrée tout à l'heure. L'étude de phase 3 était surtout des maladies véno-occlusives très sévères avec défaillance. Là, on a aussi des maladies véno-occlusives sévères qui, remontent un petit peu le taux de survie de ces patients. Voici les résultats en diagramme. Donc, vous avez en rouge les patients adultes et en gris la totalité de la cohorte. Donc, nous avons en bas ici la rémission complète. Donc, 72% des adultes ont une rémission complète quand ils sont traités pour une maladie véno-occlusive sévère, alors que quand ils ont une maladie véno-occlusive très sévère, là, on voit que la mortalité est beaucoup plus importante et le défibrotide, il fait ce qu'il peut, mais la maladie est quand même vraiment très grave à ce moment-là. Et j'allais dire, on a tellement une course infernale qui est lancée avec une défaillance multiviscérale qu'on a du mal à redresser la barre. Et puis, sur ce dernier diagramme, on a pu mettre en évidence la totalité ici, 58% de survie. Ça, c'est sur la cohorte totale des patients qui ont une maladie véno-occlusive. Et là, c'est les patients qui sont traités
maladie véno-occlusive post-greffe. Donc 59% de survie à 100 jours post-greffe. 56%, ça c'est sur les patients sévères, très sévères. 85%, ça c'est la survie des patients sévères. Et les très sévères, c'est 32%. Donc c'est exactement ce que je viens de dire juste avant. Et on est sur la population des patients, tout compris, à la fois enfants et à la fois adultes. Voilà, donc ça c'était la dernière diapositive. On vous remercie pour votre attention et on voulait conclure en posant une question qui était de savoir quelles étaient vos facilités ou vos difficultés d'accès par rapport aux défibrotides. Voilà. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question supplémentaire à vous poser. Est-ce que vous avez des réflexions sur le recueil des données ? Non, mais il y a un micro qui arrive. Vous m'entendez ? Oui. Concernant les critères d'inclusion, donc de définition de la maladie véno-occlusive, est-ce que c'est la classification, je pensais, de Baltimore qui a bien été utilisée, c'est-à-dire l'augmentation de poids de 5%, en fait, la bilirubine supérieure à je ne sais plus combien, et puis la CIT. C'est les critères EBMT, c'est les critères de Mohamed Moti qui ont été publiés en 2016. C'est ceux que je vous ai montrés sur les premières diapositives. Donc c'est la bilirubine plus au moins 2 critères, la prise de poids, la CIT ou l'hépatalgie l'hépatalgie. Et dans l'étude américaine qui du coup était plus ancienne, c'était les critères de Seattle qui ont été ensuite amendés vers les critères de Baltimore. Bon, est-ce que vous avez des remarques sur le recueil de données ? Parce que ces dames ont parlé notamment sur les textes qui sont sortis sur les carticelles où on est prié de rentrer les données, sinon on n'aura pas de pognon, quoi. Et est-ce que vous avez des remarques, sachant que par exemple sur les dispositifs médicaux, les laboratoires ont bien compris, s'ils veulent des données, eh ben, ils payent des gens pour rentrer les données. Hein. Sinon, le bénévolat, ça a des limites. Hein. Des remarques ? Oui ? Attendez. Attends. Le micro arrive. Juste une question, je reviens sur le défibrotide. Pourquoi vous avez éliminé la cohorte en prophylaxie, puisque vous savez très bien qu'on l'utilise beaucoup. La preuve, c'est qu'il y avait 176 patients. Oui. Donc c'est un peu dommage de l'avoir éliminée sans l'analyser. Alors peut-être qu'elle fera l'objet d'une analyse. Je vois que Virginie fait oui de la tête. Et puis il y a des études en cours en fait sur la prophylaxie justement. Donc du coup qui permettront, parce que là l'idée c'était quand même de confronter des données de vie réelle par rapport à des données d'essais cliniques. Donc et, c'est à l'AMM. Et à l'AMM. Et à l'AMM. Voilà. Mais par contre, mais justement comme on non, sait de qu'on confronter les données AMM. de vie réelle à l'AMM. Et c'est oui, ça que je sais bien. Mais par on contre, l'utilise quand même hors AMM dans 50% des cas. Ça revient un peu sur une des thématiques, en tout cas d'utilisation possible de ces données de vie réelle, qui montre que l'usage qu'on en fait n'est pas forcément celui qui est écrit, celui des recommandations. La recommandation, il faut encore voir ce qu'on regarde, mais là on met en évidence évidemment une pratique qui existe, qui est faite et qui n'est pas dans l'AMM. Oui, mais justement, Catherine a raison. Quand il y a une utilisation assez importante du hors référentiel, il faut regarder, soit pour faire évoluer le référentiel, soit pour dire bon, on arrête. Hein, donc vous allez le faire là. Hein oui, ce sera fait. Oui. Bon. D'autres questions ? Après, quand même, juste pour oui. le défibrotide préventif, c'est quand même de moins en moins fait. Les pédiatres abandonnent de plus en plus quand même. Bon, je crois que ça dépend des sites. Hein. Ouais, ça dépend des sites. Oui. Comment ? Ouais, mais ça dépend des centres en fait. Parce que, par exemple, on n'en fait pas, quasiment pas. Non, et nous on n'en fait pas à Lyon. Préventif. Mais peut-être qu'on sélectionne mieux nos patients à risque et qu'on les surveille mieux et que ci et que ça, peut-être. Sûrement. Ouais. Oui. Je rejoins votre remarque. Je vais vous parler du trioxyde d'arsenic dans les LAM. Il y a des indications en cancérologie pour lesquelles l'ASMR n'est pas suffisant pour qu'il y ait un remboursement sur la liste en sus. Mais effectivement, dans nos services, elles sont quand même pratiquées ponctuellement ou en routine. Et donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a certaines régions où c'est remboursé,
d'autres où ça ne l'est pas, donc c'est à la charge de l'hôpital en intra-GHS. Et ça me pose problème vis-à-vis d'une équité, par rapport à l'équité vis-à-vis des patients, vis-à-vis des établissements. Alors si la HAS a décidé à un moment donné, a émis une décision, est-ce qu'il ne faudrait pas la suivre, sachant qu'on a accès à l'argumentation qui a permis de la définir et qu'il y a eu un groupe de travail reconnu pour le décider, ou bien alors effectivement s'il y a des nouvelles perceptions, il faut scientifiquement les confirmer et puis les faire remonter, mais pas vivre sur de l'à peu près et de la disparité entre régions. C'est ce qui me gêne actuellement. Alors par contre, pour le Trisenox en l'occurrence, moi j'ai pas notion qu'il y ait un remboursement selon les régions. Il y a des établissements qui le font et prennent sur leur budget pour traiter les patients. Ça c'est vrai. Et du coup, on est bien d'accord, ça peut générer une disparité dans l'accès à ce traitement sur le territoire français. Donc c'est un problème. Et clairement, nous, ça a été le choix de notre établissement d'assumer ces traitements-là pour les premières lignes. C'est des traitements qui permettent de faire du chémo-free, donc qui en qualité de vie et d'après les dernières toxicité études, à long terme, sont quand même... Mais c'est quand même de l'inégalité d'accès au traitement. Ah oui, c'est de l'inégalité, on est d'accord, complètement. Moi, je rebondis là-dessus parce qu'on a eu la chance ou le plaisir de voir Madame Buzyn venir à l'hôpital Saint-Louis, et je lui ai posé carrément la question en lui disant que quand on met dans la loi qu'on a l'égalité d'accès aux soins, je lui ai dit c'est pas vrai, parce que localement, chacun se démerde à faire des trucs. Elle n'a pas répondu, hein. Mais moi, j'ai saisi le comité consultatif national d'éthique en disant ça, c'est un problème d'éthique quand même. En France, on a une inégalité d'accès aux soins. Il faut le dire, au lieu de l'écrire dans la loi que tout le monde est égaux. Faut pas déconner quand même. On va prendre en charge du coup des patients pour ces traitements en question de la région, parce que certains centres périphériques ne peuvent pas l'assumer. Du coup, ça génère des frais de transport, des choses autres associées. Absolument. Et tout ça n'est pas pris en compte finalement. Non, mais c'est réel. D'autres questions? Bon, on a pris. Désolée, oui, mais c'est la dernière parce que oui. Alors vous en aurez une. Mais vous en aurez une toute dernière. Oui. Je trouve intéressant de confronter, de juxtaposer nos points de vue différents entre celle de nos cancérologues ou hématologues et puis la nôtre. Nos cancérologues ont envie de sauver leurs patients à tout prix et de dépasser certains risques pour les faire aller jusqu'à la greffe, jusqu'à la guérison. Et nous, en tant que pharmaciens, on est en train de modérer ça et voilà, c'est une association qui est importante. Alors moi, je voulais vous féliciter pour la clarté de votre présentation. J'avais une question sur les données émanant des patients. Comment vous voyez ça, vous, avec notamment l'émergence des PROM de plus en plus prégnants? Comment vous percevez ça, vous? Donc c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, les Patient Reported Outcomes. Il y a une communication à l'ASCO l'année dernière ou l'année précédente qui montrait que finalement, avec les données rapportées par les patients en termes d'effets indésirables, de tolérance, les patients étaient mieux pris en charge, plus précocement, meilleure gestion des effets indésirables, et que tout ça, ça avait un impact sur la survie globale. Donc c'est quand même assez important comme résultat. Toute la question sur ces données d'irréel, c'est évidemment comment on les génère. Alors, qu'elles viennent des patients, qu'elles viennent de l'hôpital, qu'elles viennent de la ville, c'est un peu le même combat finalement. L'idéal, c'est ce qu'on nous fait miroiter, c'est cette espèce de big data numérique. Alors, super, on taperait sur un bouton et tout est extrait comme on le souhaite. Voilà. Pour ce qui est des patients, je pense qu'effectivement, selon peut-être les traitements, peut-être à affiner, mais leur vécu, leur expérience des effets indésirables, leur retour permet bien sûr de mieux prendre en charge les patients. Donc, ça serait sans doute à intégrer. Mais comment Merci beaucoup, mesdames, d'être venues jusqu'au micro. On voudrait vous remercier d'être venus. Donc, il faut les encourager. Et puis, on remercie Jazz Pharma d'avoir mis ça en musique.